Merci. Bonjour à tous. Je vais donc vous accompagner pour la première partie de notre colloque. La première partie qui est l'espoir aujourd'hui avec le rétablissement. Nous allons être ensemble toute la matinée et nous allons nous retrouver à 15h30 pour la table ronde franco-québécoise sur le rétablissement qui va durer 1 heure, donc 15h30, 16h30. Alors pour commencer cette matinée, on va déjà parler de la notion de rétablissement. Le rétablissement, c'est une notion qui est née à partir des années 1970 dans les pays anglo-saxons. Le rétablissement a été porté par les mouvements d'usagers, avec notamment Patricia Digan et Bill Anthony, qui militaient pour la reprise du pouvoir d'agir ou empowerment. Son déploiement en France est beaucoup plus récent et on va d'abord ici se poser la question, en fait, le rétablissement, mais de quoi parle-t-on? Marie Koenig et Nicolas Rintaud vont nous éclairer. Donc, nous accueillons d'abord Marie Koenig qui apparaît sur l'écran. Marie Koenig est psychologue clinicienne, psychothérapeute et chercheuse au laboratoire de recherche en santé mentale et sciences humaines et sociales au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences. Elle travaille sur le paradigme du rétablissement expérientiel et s'intéresse aux pratiques innovantes qui y sont associées dans le champ de la santé mentale. Marie a écrit un livre qui s'appelle « Le rétablissement dans la schizophrénie, un parcours de reconnaissance ». Ce livre a obtenu le prix Le Monde de la recherche universitaire. Ce livre a été écrit en 2018, fin 2018. Et il commence par une citation que je vais vous lire. « L'espérance est destinée à ouvrir ce que le système voudrait fermer ». C'est une citation de Paul Ricoeur. Et Marie a choisi comme titre pour sa communication « L'espoir du rétablissement, une perspective démocratique et éthique ». Nous accueillerons ensuite Nicolas Rintaud et après nos 2 premiers orateurs auront lieu les questions dont s'occupera, comme à l'accoutumée, Pierre Marchal. À vous, Marie Koenig. Merci beaucoup, Madame Viato. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors, je vous remercie. Je remercie les organisateurs de ce très beau colloque pour leur invitation. Je suis ravie d'être présente parmi vous, même à distance. Alors, en effet, je vais vous parler de la perspective du rétablissement expérientiel, en illustrant notamment cette question de l'espoir, de la place tenue par l'espoir dans le rétablissement par des témoignages de personnes concernées. Alors, si cette dimension de l'espoir est classiquement étudiée en théologie et en philosophie, elle apparaît à partir des années 60 comme un sujet d'étude dans le champ médical. Voilà, elle est étudiée en tant que déterminant de la santé, en particulier en oncologie et en médecine interne. Et finalement, c'est intéressant de constater que dans le champ de la santé mentale, les travaux scientifiques qui portent sur l'impact de l'espoir arrivent plus tardivement et sont en effet intimement liés à la perspective du rétablissement expérientiel, comme on va le voir. Aujourd'hui, l'espoir est reconnu à la fois comme un levier essentiel du rétablissement, c'est-à-dire une dimension qui permet d'entrer dans le processus, mais également comme un facteur de maintien dans sa dynamique. Alors, de quel espoir parle-t-on? Finalement, c'est la question que je vous propose de soulever tout au long de cette présentation. On sait évidemment que cette dimension revêt des significations variées et multiples selon les cultures et les groupes de population. Mais dans le champ de la santé mentale, on peut relever que cette dimension vient s'inscrire de manière particulière à l'encontre des conceptions déterministes qui ont longtemps présidé à l'étude et à la compréhension des troubles psychiques dits sévères. Et alors, pour illustrer cette idée de conception déterministe et d'incurabilité, souvent je fais appel à cette citation d'Henri Hay qui me semble particulièrement éclairante, et pour qui les maladies mentales, formes rigides d'une triple fatalité étiologique, pathogénique et évolutive, décevaient par avance tout effort et permettaient même aux plus entreprenants thérapeutes, après qu'ils eussent renoncé,
abriter leur inaction sous le couvert d'une décourageante et jugée inéluctable nécessité. Le paradigme du rétablissement vient véritablement représenter un changement de paradigme, un changement de regard sur l'évolution des troubles psychiques et des personnes qui en sont atteintes. Comme vous l'avez dit, Madame Biato, et comme on va le voir de manière un petit peu plus illustrée par des témoignages de personnes concernées. Alors, c'est un concept qui arrive à peu près dans les années 90 aux États-Unis, évidemment de la rencontre entre plusieurs facteurs d'ordre à la fois sociétaux, scientifiques et thérapeutiques, mais on peut souligner le rôle central des mouvements d'usagers dans l'apparition de ce concept de recovery. Dans ces années-là, aux États-Unis, dans un contexte particulier de promotion des droits civiques américains, de défense des minorités, mais aussi de reconnaissance de l'expérience des réseaux d'entraide entre pairs dans le champ des addictions comme les alcooliques anonymes, on assiste à un rassemblement des usagers survivants de la psychiatrie, sous l'impulsion notamment de Judy Chamberlain et de Patricia Digan. On va reparler de Patricia Digan, qui a effectivement beaucoup écrit, réfléchi et expérimenté cette dimension centrale de l'espoir dans le rétablissement. Marie, je vous coupe un instant. En fait, on voit votre diaporama en mode de présentateur, donc pas en plein écran. Donc peut-être que vous pouvez changer dans les paramètres d'affichage pour basculer entre bien sûr. Notre présentation. Alors, attendez. Excusez-moi, parce que je suis sur un double écran, donc c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça, parfois sur Zoom, ça. Est-ce que c'est bien comme ça? Non, c'est pareil. Toujours pas. Alors, j'essaie de rechanger à nouveau. Est-ce que là, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Non plus. Non plus. Alors, on voit toujours votre diapo, enfin voilà, le mode présentateur, c'est ce qu'on voit en termes d'affichage. Alors, attendez, je vais essayer d'étendre. Essayer différentes options. J'en profite, la question est beaucoup arrivée sur le chat, donc les différentes interventions du colloque sont bien enregistrées et seront en ligne dans quelques jours. Donc, vous pourrez bien sûr voir les différentes interventions. Alors, je suis navrée pour ce petit problème technique. Est-ce que là, c'est mieux? Toujours pas? Je suis désolé Marie, toujours pas. Alors, je suis désolée parce que j'ai essayé toutes les options de partage d'écran et je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas parce que moi, je suis bien en mode diaporama. Alors, je vais essayer de prendre le contrôle à distance. Allez-y, je vous en prie. Et sinon, on va continuer comme ça. Alors, est-ce que oui, parce que du coup, vous voyez moins bien les diapositives. Non, ça ne fonctionne pas mieux. Donc, je suis bien en mode présentateur. Là, attendez, sinon je vais essayer de sortir à nouveau. Toujours pas pour vous? Toujours pas. Donc voilà, si vraiment ça ne fonctionne pas, je pense qu'on va continuer. Bon, je suis navrée. Voilà. J'ai essayé plusieurs manipulations, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Et de toute façon, le diaporama sera aussi disponible si besoin. Alors, je poursuis, du coup? Allez-y. Voilà, donc, ces usagers viennent défendre une réappropriation de leur pouvoir et une volonté de s'extraire d'une logique de dépendance, d'invalidité et de chronicité. Ils en appellent au principe d'autodétermination, c'est-à-dire d'empowerment, et à la reconnaissance de l'entraide entre pairs. Et c'est intéressant de constater que c'est vraiment la voix des usagers, rassemblés en réseaux associatifs de plus en plus nombreux, qui va progressivement impacter la communauté scientifique et thérapeutique et orienter
l'attention sur cette perspective du rétablissement. Alors, qu'est-ce que le rétablissement ? Cette citation d'Anthony est fréquemment employée parce qu'elle est véritablement complète. Pour Anthony, il s'agit d'un processus profondément personnel et singulier de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une façon de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites causées par la maladie. Le rétablissement implique l'élaboration d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, en même temps que l'on dépasse les effets catastrophiques de la maladie mentale. On voit bien ici que le rétablissement se comprend comme une posture, une attitude, une démarche personnelle et non pas un état final d'évolution. C'est un cheminement singulier qui est basé sur le désir de la personne et il ne vise pas prioritairement une amélioration du trouble, c'est-à-dire une diminution des symptômes, mais bien un changement de regard sur ses répercussions pour la personne. Ici, le rétablissement implique que si toutes les personnes atteintes de troubles psychiques ne seront pas rétablies au sens médical du terme, toutes peuvent connaître le chemin du rétablissement au sens expérientiel. Dans les multiples études qualitatives réalisées sur le rétablissement, à partir du témoignage des personnes concernées, un certain nombre d'entre elles mettent l'accent sur l'espoir comme déterminant essentiel de ce processus. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. L'étude de Priscilla Ridgway en 2001, qui s'est attachée à dégager les thèmes communs qui émergent de 4 récits autobiographiques de rétablissement. Et le premier thème commun qu'elle retient, c'est la résurgence de l'espoir après une période de renoncement et de désespoir. D'autres auteurs ont demandé à des personnes ayant été hospitalisées en psychiatrie au moins une fois ce qu'elles jugent être des facteurs importants pour le processus de rétablissement, puis de hiérarchiser ces facteurs. L'aptitude à avoir de l'espoir apparaît comme étant le premier facteur. Et enfin, une étude plus récente, une étude turque réalisée auprès de 107 personnes atteintes de schizophrénie, montre que le degré de rémission fonctionnelle des personnes est corrélé au degré d'espoir. Alors, pour illustrer cette place centrale de l'espoir dans le processus de rétablissement, je vous propose de relater le témoignage de Patricia Digan, dont je vous parlais tout à l'heure comme étant une figure pionnière du rétablissement. Patricia Digan a fait l'expérience d'avoir reçu le diagnostic de schizophrénie, a fait l'expérience du processus de rétablissement et est devenue chercheuse en psychologie. Donc, elle a contribué à partir de cette double expertise à la fois de personnes concernées en rétablissement et de chercheuses en santé mentale, à la compréhension, à la diffusion du rétablissement. Et ici, dans un article de 1988, l'expérience vécue de la réhabilitation, eh bien, elle fait quelque part un témoignage comparatif entre son processus de rétablissement, le moment où elle a reçu le diagnostic de schizophrénie et la perte de l'espoir qu'elle a vécu, avec le processus de rétablissement d'une personne atteinte d'un handicap moteur et d'une paraplégie. Elle dit « Jeunes adultes, nous avons tous deux été victimes d'une catastrophe bouleversante, entraînant la fin de nos espoirs, de nos rêves, de notre monde. Lui avait le cou brisé et fut paralysé. Pour ma part, on diagnostiqua chez moi une schizophrénie. Nous nous sommes rappelés l'impact des premiers jours de notre incapacité. Nous étions des jeunes gens à l'avenir prometteur, puis tout s'écroula autour de nous. On nous disait alors incurables, handicapés pour le restant de nos jours. Petit à petit, le désespoir et l'angoisse prennent la place du déni. Nous avons démissionné. Démissionner semblait la seule solution. Cela engourdissait la douleur. Nous arrêtions de nous demander pourquoi et comment. Même la tâche la plus simple me paraissait accablante. Lorsque l'on vit sans espoir, lorsque l'on a démissionné, la volonté d'agir est aussi paralysée. On voit bien dans ce témoignage de Patricia Digan à quel point le désespoir peut parfois être confondu aussi avec le déni et engendrer chez les personnes une très grande difficulté à agir. Ni l'homme paralysé, ni moi n'étions en mesure de nous rappeler un moment précis
où des lueurs d'espoir et de courage avaient transpercé la noirceur. Nous savions cependant, même lorsque nous avions abandonné tout espoir, excusez-moi, qu'il nous restait encore ceux qui nous aimaient et qui n'avaient pas abandonné. Ils ne nous accablaient pas de leurs projets optimistes pour notre avenir, mais ils conservaient l'espoir malgré tout. Leur amour était comme une invitation constante, nous appelant à dépasser notre désespoir et notre apitoiement sur nous-mêmes. Une autre citation qui vient illustrer cette idée selon laquelle l'espoir est contagieux: « Nous avons besoin de quelqu'un qui croit en nous lorsque nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes. » Elle poursuit: « Il est important de comprendre que pour la plupart d'entre nous, le rétablissement n'est pas une expérience de conversion soudaine. L'espoir ne nous revient pas comme un éclair. L'espoir est le point de bascule. Il doit être rapidement suivi par la volonté d'agir. L'homme paralysé et moi avons commencé par de petits actes de courage et de modestes triomphes. J'acceptais de monter dans une voiture, j'allais faire des courses, je parlais quelques minutes avec une amie. Plus tard, j'ai occupé un emploi à temps partiel. Puis, j'ai repris des études pour devenir psychologue. Malgré de multiples revers, nous avons reconstruit nos vies. » Donc, là, cet extrait du témoignage de Patricia Digan montre à quel point l'espoir est lui-même un processus qui s'amorce par des petits pas signifiants, comme l'illustre aussi ce témoignage d'une personne recueillie dans le cadre d'une recherche qualitative. Je me dis que je suis quand même un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que moi aussi, je peux changer en bien, pouvoir rencontrer des gens à qui je parle et qui me comprennent. Finalement, cette conception de l'espoir me semble faire une place centrale à l'ouverture, à l'incertitude existentielle. Ici, peut-être que vous connaissez déjà ce qu'on appelle la fleur de Patricia, c'est-à-dire cette manière de symboliser comment aujourd'hui elle perçoit sa vie étant en rétablissement. Elle a réalisé d'autres dessins, notamment un lorsqu'elle a reçu le diagnostic de schizophrénie, ce qui était au centre de son existence. De la fleur, ce n'était pas soi, mais la maladie. Et toutes les dimensions qui caractérisaient son existence étaient barrées, n'existaient plus. C'est comme si elle était perçue uniquement sous l'angle de la maladie. Le rétablissement, c'est se remettre au cœur de sa vie, de son existence, c'est retrouver toutes les dimensions aussi qui font un être humain, avec cette dimension supplémentaire de la vulnérabilité. Le rétablissement, ce n'est pas le déni de la maladie, mais c'est l'acceptation de cette nouvelle donnée qu'est la vulnérabilité, et puis ce pétale vide qui symbolise l'ouverture, qui symbolise cette incertitude. L'espoir n'est pas une conception idéale, mais véritablement cette ouverture à l'incertitude existentielle. L'espoir naît en relation avec un devenir ouvert, ambigu et rare. Ainsi, l'espoir requiert, notamment de la part des professionnels de santé, un changement de regard sur les troubles. Comme le disait déjà Eugène Minkowski dans les années 20, le fait même d'aborder le malade comme un individu pouvant guérir influe, sans même que nous en rendions toujours nettement compte, sur toute notre attitude à son égard. Alain Bottero, en 2008, a bien insisté aussi sur cette question de la contagion, de la contagiosité des représentations du trouble. Si une chose est sûre en psychiatrie, c'est que la vision des troubles, du pronostic de la gravité est contagieuse, et cela dans les deux sens. Si nous continuons de penser que les schizophrénies ne guérissent jamais, nos patients ne guériront jamais. Et finalement, et je terminerai là-dessus, plus qu'un changement de regard sur les troubles, le rétablissement requiert une priorisation de la personne derrière son trouble. C'est-à-dire sortir de cette confusion qu'un diagnostic est un pronostic et finalement dit quelque chose du devenir des personnes. Un diagnostic n'est pas un pronostic et ne dit rien du devenir des personnes. Ce qui importe dans un sens véritablement existentiel, nous dit Patricia Digan, ce n'est pas la maladie ou le trouble. Ce qui existe, c'est un être humain, et la sagesse requiert que nous regardions et respections profondément cet être humain avant toute chose.
La sagesse demande que nous entrions de tout cœur dans la relation avec cet être humain, dans le but de le comprendre, ainsi que de comprendre son expérience. Seulement serons-nous alors capables d'aider d'une façon qui sera vécue comme aidante. Je vous remercie de votre attention et je suis désolée pour ces petits soucis techniques.